Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ces conférences dont j'ai eu la chance de suivre la dernière, je crois, il y a quelques semaines, et donc que j'ai découvert à cette occasion. Et je suis tout à fait contente de participer à ce moment avec vous et surtout de voir que c'est un moment transatlantique, alors que nous sommes tous dans nos petites cases, mais chacun dans nos coins géographiques. Mais c'est bien agréable de pouvoir partager ainsi, et finalement, la technologie et le confinement ont peut-être du bon. Donc, c'est effectivement dans un moment intéressant du point de vue de la politique française actuelle que se situe cette conférence. Et à cet effet, vous savez qu'il y a actuellement un projet de loi qui s'intitule, je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'il a changé plusieurs fois d'intitulé. Là, c'est le projet de loi pour conforter les principes de la République et qui est mieux connu sous sa première appellation officieuse, qui était loi contre les séparatismes. Donc, on est là déjà dans deux dimensions de la laïcité actuellement telle qu'elle est discutée, à la fois dans le débat public, mais aussi au niveau politique. Et je dois dire qu'à chaque jour, on a de nouvelles propositions de nos parlementaires, d'abord l'Assemblée nationale, actuellement le Sénat, et dont certains font un peu froid dans le dos. Donc, on suit ça évidemment de manière très active. Dans ce débat, je participe évidemment tant que je peux dans ce débat. J'ai été auditionnée par la commission des lois du Sénat il y a un mois environ. Et c'est un peu les réflexions que je leur ai proposées et que je vais développer aujourd'hui. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, dans le journal Le Monde, Jean Bobéro et moi-même avons fait paraître une tribune pour le soutien à l'Observatoire de la laïcité, qui est une entité relativement autonome sous la direction du Premier ministre, qui est particulièrement menacée par le gouvernement actuel. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver cette tribune sur Internet et vous verrez. Là, je ne vais pas en parler très précisément, sauf peut-être dans les questions, mais en tout cas, nous sommes extrêmement vigilants et inquiets, je dois dire, de la tournure des événements. Et c'est ce que je voudrais vous présenter donc aujourd'hui. Donc, ce loi de séparation, comme vous le savez, la laïcité en France est en grande partie liée à cette loi de séparation des églises et de l'État de 1905, loi qui est devenue une sorte de totem de la République et qu'on croit connaître et finalement qu'on connaît assez mal, y compris les hommes et les femmes politiques. Et le projet actuel en cours de discussion se veut une modernisation sans toucher aux grands principes de cette loi. Et donc une étape supplémentaire dans la définition de la laïcité en France. Et selon moi, mais je vais essayer de le montrer aujourd'hui pour vous, selon moi, ça consiste plutôt en un durcissement, une déviation des grands principes libéraux qui étaient garantis par cette loi de 1905. Donc, je vous rappelle que la loi de 1905 présente deux articles de principe sur lesquels, évidemment, on ne revient pas. Le premier qui garantit le respect par l'État de la liberté de conscience et de religion et de conviction. Et le deuxième qui dénonce tout système de reconnaissance des cultes, c'est comme ça que l'État connaît les religions, hein, sous la forme du culte, et donc qui interdit théoriquement tout subventionnement de ces activités cultuelles proposées par les cultes. La suite de la loi, et je pense que Vincent de Fortier la connaît mieux que moi encore, est composée d'articles chargés de préciser les modalités
qui relève de ce qu'on appelle la police des cultes. La police des cultes, c'est la manière dont ceux-ci doivent s'organiser pour agir dans la société civile, et puis ça prévoit aussi toutes les peines qui peuvent leur être appliquées en cas de non-respect de tel ou tel principe. Donc, cette loi, elle n'est pas intangible, elle a donc 115 ans, et un certain nombre d'articles ont déjà été modifiés depuis sa parution. En fait, le projet actuel se propose d'être une modification supplémentaire, avec aussi, ça a un côté un peu composite, avec aussi d'autres articles qui relèvent d'autres choses. Alors, pourquoi cette loi? Enfin, cette loi se présente donc, comme je vous le disais, comme la continuatrice de la loi de séparation de 1905. Le choix pour annoncer ce projet de loi a d'ailleurs été tout à fait symbolique, puisque c'était le 9 décembre dernier, jour anniversaire de la loi de 1905. Et si vous la lisez rapidement, dans l'habillage même de la loi, la continuité se veut explicite à travers tout un vocabulaire directement hérité de 1905. Les appellations des différentes parties en témoignent. Par exemple, le titre premier s'appelle « La garantie du respect des principes républicains ». Le titre second s'appelle le respect du libre exercice des cultes. Mais en fait, si vous lisez l'exposé des motifs et le contenu des articles effectivement proposés, le projet semble s'écarter quand même pas mal de son modèle historique. Alors, dois-je le rappeler, le processus de laïcisation français s'est déroulé dans un contexte très ancien de pluralisme religieux, pratiquement unique en Europe. Et dès l'Ancien Régime, plusieurs cultes ont dû coexister sur le territoire français, même si évidemment c'est de manière extrêmement déséquilibrée et non exempte de persécution des minorités, qu'elles soient à l'époque protestantes ou juives. Avec l'édit de tolérance de 1787, les premières mesures révolutionnaires de la Révolution française, l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'émancipation des Juifs en 1791. En fait, à partir de ce moment-là, la France est devenue le premier pays d'Europe à avoir dissocié, et c'est ça qui est extrêmement important, l'appartenance citoyenne de l'appartenance religieuse. La loi ne connaît plus que des individus. Et en dépit de la résistance catholique, le concordat napoléonien qui a suivi en 1801-1802 a consacré de façon définitive un pluralisme limité, bien sûr, mais un pluralisme tout de même de la société française, en reconnaissant, et ce terme est important, 4 cultes nationaux légaux, le catholicisme, bien entendu, largement majoritaire, les protestantismes réformés et luthériens, et ensuite le judaïsme quelques années plus tard, en 1808. Ce pluralisme était donc limité puisque toutes les autres expressions religieuses, les petites minorités, les églises du réveil, etc., ont été en revanche découragées, voire réprimées par les autorités. La loi de séparation a marqué évidemment une étape fondamentale dans le processus de laïcisation français, puisqu'il a infléchi cette politique autoritaire et paternaliste et a mis fin à ce système de culte reconnu et théoriquement, et je le dis bien théoriquement, à leur subventionnement. La laïcité juridique, donc, qui a prévalu depuis en France, n'est pas pourtant une laïcité anti-religieuse, telle qu'elle avait été revendiquée par un certain nombre de républicains de l'époque qui pensaient ouvertement ou moins ouvertement à l'extinction du catholicisme et à l'affaiblissement des religions en France. Sa forme beaucoup plus libérale a permis, au contraire, et avec l'aide de la jurisprudence relativement constante du Conseil d'État qui est chargé de sa bonne application, sa jurisprudence a été marquée par un vrai libéraliste, faisant de la liberté la règle et de l'interdiction l'exception. Donc je disais que plusieurs aménagements de la loi 1905 avaient déjà
été fait, et même très rapidement après la promulgation de cette loi, puisque si certains cultes anciennement reconnus ont accepté sans trop de problèmes cette nouvelle législation, le culte catholique, lui, en revanche, a montré d'énormes réserves, et le pape a même condamné cette loi et les associations cultuelles qui étaient prévues dans la police des cultes de la loi de 1905. Alors, et ces aménagements prévus par l'État, ils arrivent très vite, comme je vous le disais, puisque dès 1907, on autorise les communautés catholiques légitimes, si je puis dire, à user des bâtiments publics du culte sans aucune condition, sans avoir à accepter le système d'association cultuelle qui était prévu par la loi. Ces aménagements ont été poursuivis pour intégrer l'Église catholique dans le dispositif, mais un dispositif différent, puisque dans les années 20, un accord international entre le Vatican et l'État français a permis que ces associations du culte catholique ne soient pas des associations cultuelles type loi 1905, mais propres aux formes du pouvoir de l'Église catholique à travers des associations qu'on appelle diocésaines et dont le responsable est forcément l'évêque, et où il n'y a pas donc de désignation démocratique du responsable de l'association cultuelle. Donc, vous voyez, cette loi, même dans ses grands traits, elle a été détournée, elle a été aménagée pour permettre que tous les cultes s'y sentent à l'aise et que, en fonction de leurs particularités propres, ils puissent s'adapter au système prévu par cette loi dite de séparation. Or, cette souplesse étatique qui a été pratiquée pendant plus d'un siècle semble buter maintenant sur le culte musulman, ce soi-disant nouveau culte qui paraît pour certains incapable de s'intégrer dans le système laïque français. Et vous voyez tout de suite que j'ai quelques réserves sur cette affirmation, puisque l'histoire montre que l'État a pu s'adapter même au culte qui était le plus réservé sur cette politique. Et je dois dire que ça s'inscrit, à mon avis, dans un contexte bien sûr international compliqué, avec la multiplication et la régularité des attentats islamistes, et puis aussi un cycle théologique musulman qui est actuellement dominé plutôt par des visions fondamentalistes, mais ceci a des répercussions en France, et ce depuis une quarantaine d'années, à travers des mouvements d'affirmation identitaire de certaines personnes se réclamant de l'islam, et qui rencontrent des réserves à la fois dans la société et puis évidemment de plus en plus dans le discours politique. Et on a toute une série de mesures qui sont prises successivement depuis, je dirais, la fin des années 80 pour essayer d'intégrer cette dimension religieuse musulmane dans la société française, et malheureusement, à mon avis, beaucoup plus par l'interdiction que par l'inclusion. Et je pense que, en fait, cet ennemi religieux que représente l'islam pour la laïcité, pour une certaine laïcité française, découle d'une culture nationale qui est très fortement marquée par l'anticléricalisme, et ce depuis la fin du XVIIIe siècle, voire pas mal de données anti-religieuses qui dominent et qui se réactivent actuellement dans les discours actuels sur la place qu'il convient de donner, en particulier aux religieux dans l'espace public, et plus précisément aux religieux musulmans dans l'espace public. Je rappelle que cette culture anticléricale a eu des accès de fièvre qui ont été réguliers en France, évidemment sous la Révolution française,
mais aussi lors de l'affirmation de la Troisième République au moment de l'affaire Dreyfus, mais aussi des luttes contre les congrégations qui ont été assez dures au tout début du XXe siècle, juste avant cette solution de la loi de séparation des églises et de l'État. Enfin, pour en terminer sur cette culture que je ressens réactivée, cette culture anticléricale, voire antireligieuse, que je sens réactivée dans le débat public de nos jours, il y a un dispositif particulier qui le cultive et de manière tout à fait affichée, c'est l'école de la République qui diffuse ce message anticlérical depuis d'émancipation du religieux, de manière tout à fait spontanée et sans aucun retour réflexif d'ailleurs là-dessus. Tout en remarquant aussi que la culture religieuse, la pratique religieuse baisse particulièrement en France et que cela implique des méconnaissances qui peuvent aller jusqu'à des comportements anti-religieux qui me semblent assez graves et qui font un peu qui continuent d'alimenter la constitution de la figure religieuse, du religieux, comme d'un épouvantail antisocial. Et quand je dis ça, je pense vraiment qu'on est dans une espèce de schizophrénie, parce que la laïcité de séparation de 1905 n'est pas du tout dans cette optique anti-religieuse, mais plutôt dans une optique d'autonomie entre ce qui relève de la sphère de l'État et ce qui relève de la sphère religieuse. Et il n'y a pas de conflit frontal, même si évidemment c'est la laïcité, c'est la République qui a gagné dans ce bras de fer avec l'Église catholique, mais malgré tout, elle a laissé tout loisir à celle-ci de continuer de s'épanouir et de vivre sa vie dans une société qui était en train et qui continue à se séculariser. Je dirais que le projet de loi actuel, donc confortant les principes républicains, ne déroge pas à cet a priori anti-religieux, même si évidemment il a changé de cible en passant de la lutte contre le catholicisme clérical à celui contre l'islam. Et d'ailleurs, accessoirement, on en parle rarement, mais cela reste en toile de fond, contre toutes les expressions religieuses minoritaires jugées a priori suspectes, et on voit ressurgir quelques antiennes contre les sectes à travers la réactivation, par exemple, de la Milivudes, qui est cet organisme interministériel de vigilance et de lutte contre les sectes. La parution de son dernier rapport, d'ailleurs, montre que les démons de la lutte contre les religions existent toujours et que, par exemple, quand on parle de prosélytisme exagéré de certains groupes de témoins de Jéhovah, on outrepasse largement le principe de laïcité de l'État. Donc, dans ce projet de loi, il y a aussi tout un volet qui essaye de réglementer de manière plus stricte les modalités d'association religieuse. Parce que le problème qui se pose depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que les associations musulmanes ont choisi le type beaucoup plus libéral d'association loi 1901 au lieu de s'intégrer dans le système des associations cultuelles loi 1905. Vous entendez bien que ce n'est pas la première religion qui fait ça, mais voilà, le fait est que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les associations de loi de 1905 donnent des avantages financiers supérieurs aux associations de loi de 1901, mais c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Et par ailleurs, il y a des contrôles beaucoup plus sérieux par la tutelle. Donc, évidemment, on comprend que les musulmans aient majoritairement choisi de s'insérer dans des dispositifs plus libéraux et qu'il est un petit peu difficile pour eux d'accéder à ce système d'association cultuelle.
Donc, ce projet de loi a été imaginé dans ce sens, c'est-à-dire inciter les musulmans à fonctionner dans le sein d'associations cultuelles. Et en fait, quand on lit le projet de loi, mais il est toujours en train d'évoluer, donc c'est un petit peu difficile de vous dire quelque chose à l'instant T, on regarde ce qui se passe. Actuellement, dans ce projet de loi, on donne quelques avantages supplémentaires à vouloir, pour pouvoir adhérer aux associations cultuelles loi 1905, mais à mon avis, pas assez, parce que la loi 1901 reste toujours plus attractive et plus simple à mettre en œuvre. Par ailleurs, on durcit aussi dans ce projet de loi l'accès aux associations loi 1901, et donc on voit que ce discours dit de laïcité s'étend finalement à la liberté d'association en son entier, et en cela, ça m'apparaît aussi extrêmement dangereux. Alors, à ce point-là, on peut se poser évidemment cette question de la structuration du culte musulman et des communautés musulmanes dans l'État. Et là, l'historienne que je suis, évidemment, se pose la question de voir ces modèles qui se reproduisent de siècle en siècle, et cette volonté de l'État français d'avoir des correspondants légaux qui fonctionnent selon des critères que lui reconnaît et peut comprendre, et qui finalement prennent un modèle plutôt chrétien, enfin le modèle, oui, des cultes chrétiens. Et donc il y a aussi, à travers cette politique continue, une tentation gallicane aussi, je dirais, de contrôle des mouvements religieux, et qui déroge quelque peu, me semble-t-il, au titre de la loi de 1905 qui est explicitement énoncée comme étant une loi de séparation. En fait, si on réfléchit, même dans la loi de 1905, la séparation, elle n'est pas complète, puisqu'il y a cette police des cultes, puisqu'il y a ces associations qui ont été imaginées par l'État et qui sont mises en œuvre par la République. Donc, on est là plutôt dans un retour progressif à une sorte de gallicanisme, de gestion étatique du religieux, qui me semble particulièrement dangereux si on s'en tient aux principes libéraux. Mais cette tentation, elle n'est pas récente non plus, puisque elle a démarré de manière tout à fait évidente lorsqu'on a commencé, enfin que les autorités ont commencé à s'intéresser à la structuration du culte musulman, et ça remonte évidemment à très longtemps. Le premier projet date de 1990, initié par c'est toujours initié d'ailleurs par des ministres de l'Intérieur, ce qui n'est pas non plus complètement innocent. Donc Pierre Joxe en 1990, et puis il y a eu l'impulsion décisive de Nicolas Sarkozy en 2002 pour organiser ce fameux Conseil français du culte musulman qui est en train de se dissoudre actuellement dans les querelles de fédération. Et puis cette pression dans les discours du président de la République, le discours des Mureaux de cet automne, qui dit qu'il va mettre une pression sur les responsables musulmans pour qu'ils intègrent ces formations que l'État souhaiterait leur voir prendre. Donc l'intervention de l'État n'est jamais abandonnée en France, et donc il y a quand même cette tentation régalienne extrêmement forte. Je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai presque fini. Enfin, je n'ai pas encore quelque chose à dire. Sur cette structuration du culte musulman, il y a un effet supplémentaire, alors qui n'est pas dans la loi, qui est énoncé dans la loi, mais qui est organisé autrement. C'est ce fameux contrat républicain qui est demandé aux associations 1901 ou 1905,
ce qui évidemment est un peu compliqué parce que ça n'est pas un contrat, ce sont il n'y a pas d'effet contractuel, mais bien au contraire, c'est une imposition d'un certain nombre de principes comme la dignité de la personne humaine, l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre la haine, etc., qui est exigée des associations en cours de constitution ou bien qui demandent leur renouvellement. Mais ça peut amener à des bévues politiques qui relèvent de l'ordre de l'inculture totale, puisque notre ministre délégué à la citoyenneté, par exemple, a pu dire la semaine dernière que si les musulmans n'acceptaient pas le mariage homosexuel, eh bien, ils ne seraient considérés comme n'adhérant pas au contrat républicain. Donc, vous imaginez bien que on va faire des exigences, à mon avis, évidemment exorbitantes, en rompant en plus l'égalité entre les cultes, puisque évidemment on ne demandera jamais ça à l'Église catholique. Donc il y a là ce contrat républicain se double en plus pour les musulmans de l'obligation de signature d'une charte de l'islam de France, ou je ne sais plus exactement le terme qui est employé, charte de l'islam de France, qui met évidemment tous les contentieux sur le devant de la face, c'est-à-dire le problème de l'égalité homme-femme, bien sûr, le problème des signes religieux dans l'espace public, le problème de l'homosexualité, etc., évidemment, l'exigence de dénoncer toute forme d'islam politique et évidemment d'islamisme terroriste. Donc on va très très loin. L'État actuellement, à travers l'action de ce gouvernement, va très très loin dans les exigences vis-à-vis des religieux et encore plus vis-à-vis des musulmans. C'est ça qui pose un vrai problème et qui risque peut-être qui a déjà finalement installé un discours double finalement entre le religieux qui est acceptable parce qu'il est domestiqué, c'est-à-dire le religieux catholique, le religieux protestant, le protestant mainstream, hein, parce que le protestant évangélique, là aussi, ça fait un peu problème, et puis le judaïsme qui ne pose pas de problème à l'État, en l'État, même si, en particulier en ce qui concerne l'enseignement juif sous contrat, il y a certainement des dérives qui ne sont pas soulignées. Je pourrais donner des exemples, etc. Donc, en conclusion, je voudrais dire qu'on assiste donc à un exercice extrêmement paradoxal. D'une part, parce que le système laïque en France est pluriel. Vous le savez, il y a la France métropolitaine qui suit la loi de séparation des églises et de l'État, ainsi que quelques-uns des départements d'outre-mer, mais il y a 3 départements en sol européen qui ne sont pas assujettis à cette législation et qui ont une législation de droit local avec qu'on pourrait détailler, mais ce n'est pas le propos. Et puis vous avez d'autres territoires d'outre-mer qui là aussi n'ont pas appliqué ou n'appliquent toujours pas la loi de séparation. Donc il y a ce que j'essaye de montrer, si vous voulez, aux yeux de l'historienne, c'est absolument évident, il y a une pluralité de laïcité au sein de la France, pluralité de pratiques laïques, et le projet de loi actuel aurait pu faire le choix d'une harmonisation des différentes pratiques et d'une égalitarisation territoriale des différentes pratiques laïques. Il n'a pas fait ce choix, donc en impensé, il sait très bien qu'il n'y a pas qu'une seule laïcité légale en France, et à côté de ça,
il choisit, bien au contraire, de durcir et de faire un choix, je dirais presque un choix, entre ce qui relève du religieux admissible par l'État et du religieux qui doit être contrôlé et rejeté. Donc, il me semble, en conclusion, et puis je peux évidemment développer selon vos questions, il me semble qu'on a mal visé, que c'est une loi, ce projet de loi est une loi beaucoup plus électoraliste, hein, avec en tête l'idée que Marine Le Pen et le Rassemblement national pourraient arriver au pouvoir. Donc c'est une loi beaucoup plus électoraliste qui flatte aussi les peurs et les bas instincts en France et qui a des risques de limitation de nos libertés publiques très importants, à la fois la liberté de religion, mais aussi la liberté d'association, voire même la liberté d'expression. Et donc, c'est quelque chose qui me semble important de pointer, alors que cette loi n'est pas encore votée. Donc, en conclusion, je dirais que pour moi, le principe de laïcité est un outil de gestion des conflits qui sont à l'œuvre toujours dans une société démocratique, qui sont là pour, la laïcité est là pour que des valeurs différentes puissent quand même coexister et que tout ça sous évidemment l'ombrelle de l'État. Mais je voudrais aussi rappeler qu'un État laïque est un État à la fois neutre et impartial et qu'il doit certes être laïque, mais être laïque jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas avoir à choisir entre les différentes expressions religieuses qui se manifestent dans le territoire. Enfin, dernier point, on assiste donc depuis plusieurs années maintenant à une exigence accrue qui est demandée aux usagers de l'État, c'est-à-dire qu'on considère de plus en plus que la société elle-même doit être laïque et donc on met en danger rien moins qu'une certaine pratique démocratique. Je vous remercie.